Donc, bonsoir tout le monde. Je vais juste dire quelques mots pour commencer la soirée. Je m'appelle Stéphane, je suis employé de l'Association des travailleurs agricoles du Québec. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. On va parler de la grève des CPE qui vient juste de se terminer. La lutte qui continue, par contre. Donc, on a 3 invités du mouvement syndical avec nous. Puis, on en a encore une 4e, mais elle est malade, malheureusement. Ça sera animé par Marianne Breton-Fontaine aussi. On voulait juste vous expliquer aussi l'Association des travailleurs grecs. Elle existe depuis 50 ans. Elle existe un peu pour rapprocher la communauté grecque, les travailleurs grecs du mouvement des travailleurs québécois, dans un souci de lutte commune, puis d'intégrer dans le fond la force de travail grecque, la force de travail québécoise, animer les luttes les unes les autres. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on voulait vous inviter ce soir. C'est sûr que. Qu'est-ce que j'allais dire? On est dans un contexte un peu spécial. Là. Je comprends que l'Omicron est à veille de tout péter le Québec. Fait que c'est sûr que c'est un peu particulier. Là, on commence à stresser, puis les rassemblements sont à veille de terminer. Ça tombe pile pour la grève aussi. C'est ça. Fait que nous autres, notre travail à l'Association des travailleurs grecs, c'est vraiment d'essayer de se rapprocher du mouvement syndical, des mouvements ouvriers et progressistes du Québec. Donc, on est vraiment contents, puis c'est un honneur d'accueillir ces 3 militantes avec nous ce soir. Mon collègue Thanasis va dire la même chose que moi, plus ou moins, mais en grec, dans 2 secondes. Puis ensuite, on va laisser la parole à celles qui sont assises ici. Puis juste pour vous expliquer un peu le déroulement, il y aura des brèves présentations suivies d'une période de questions. Puis ensuite, on va laisser la parole à la salle aussi pour faire quelques échanges. On va pas faire ça trop longtemps non plus. Là. C'est un soir de semaine, on va pas rester jusqu'à minuit. C'est ça, on invite la participation de la salle tout de même. Fait que c'est ça, merci d'être venu dans la pluie. Puis c'est ça. Thanasis? Do you want to do it in Greek or no? No? Okay. Ok. Laissez tomber. Et on a déjà fait de la traduction. C'est bon. Ok. Bon, je vous laisse la parole. Alors, merci tout le monde d'être présent. Donc, effectivement, moi, c'est Marianne Breton. Je suis militante dans le mouvement ouvrier, mais non syndiquée. Et j'ai avec moi de merveilleuses militantes du mouvement syndical. Alors, tout d'abord, j'ai avec moi Nancy Egelina, vice-présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec de la CSQ, donc la FIPEC-CSQ. Ensuite, nous avons avec nous Dominique Daigneault, qui est présidente du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN. Bonjour. Et finalement, nous avons Marie-Chantal Nicolas. Non, non. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors, je n'ai pas votre nom sur ma petite liste. Oh, excuse-moi. Je peux me présenter. Moi, c'est Carolina Serpa, présidente du syndicat des travailleuses des CPE de Montréal-Laval, CSN. Alors, merci à vous trois, merci beaucoup et désolée pour ce petit accro. Alors, tout de suite, je vais vous passer la parole. On veut surtout, en fait, faire une soirée d'échange. Alors, voilà. Je ne sais pas c'est qui la première qui vient. C'est moi. Dominique. C'est moi. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Pour moi, c'est toujours un honneur de parler des luttes que mènent les travailleuses des CPE, du réseau des services de garde régie tel qu'on le connaît actuellement, parce que c'est une lutte historique qui s'inscrit dans la lutte des travailleuses et des travailleurs
qui s'inscrit dans une grande histoire de lutte, dans une grande histoire de lutte de femmes. Et pour moi, c'est toujours un plaisir sans cesse renouvelé que de me retrouver auprès de ces militantes qui luttent à la fois pour l'accès au travail des femmes, mais aussi pour la reconnaissance du travail des femmes. Puis pourquoi je dis que ça s'inscrit dans une lutte historique, dans un vaste mouvement historique? En fait, les premières garderies au Québec, à Montréal, sont arrivées en 1848. C'est les Sœurs Grises qui avaient fondé ce qu'on appelait des salles d'asile. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a eu une vague d'industrialisation et une vague d'urbanisation aussi. Donc, les gens quittaient les campagnes, arrivaient à Montréal et se retrouvaient dans des conditions de travail et salariales absolument abominables, donc vivaient dans une très grande pauvreté. Et l'accès des femmes au marché du travail était essentiel pour que les familles ne puissent pas, ne meurent pas littéralement de faim, parce que les gens souffraient de famine, les gens souffraient de mauvais soins de santé, etc., etc. Donc, le travail des femmes a été considéré comme étant essentiel pour nourrir la famille. Et donc, ça s'est inscrit d'abord dans cette histoire-là, donc une histoire de lutte à la pauvreté, une histoire d'accès des femmes au marché du travail. Puis peu à peu, on a questionné la place des femmes sur le marché du travail, mais est-ce leur véritable rôle? Tant du côté par exemple, de l'Église catholique, que aussi, des fois, les travailleurs qui sont mis un peu à questionner la place des femmes sur le marché du travail, les traités de voleuses de job, ou bon, Bref, cette histoire de l'accès des femmes au marché du travail a suivi l'évolution de la société québécoise et les diverses étapes qui l'ont marquée. Plusieurs années plus tard, voire plus de 100 ans après la fondation des premières garderies, des salles d'asile, bien, on a assisté aussi à une lutte assez extraordinaire qui a permis de rejoindre tant l'intérêt marqué par les communautés, exprimé par les communautés, que par les travailleuses et les travailleurs. En fait, le réseau tel qu'on le connaît actuellement, il est issu de la volonté des communautés de se doter de services dont ils ont besoin fondamentalement. Par exemple, pour que les femmes puissent avoir accès au marché du travail, parce que dans les années 60, 70, 80, les femmes prenaient de plus en plus de place sur le marché du travail, mais souhaitaient évidemment pouvoir confier leurs enfants à des personnes compétentes, des personnes et en toute sécurité. Donc, bref, travailler l'esprit tranquille. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le réseau des services de garde tel qu'on le connaît actuellement, le service de garde régie, que ce soit dans les CPE ou dans les RSG, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est des luttes qui sont issues des besoins des communautés et qui ont été construites grâce aux alliances, entre autres, grâce aux alliances du mouvement syndical, du mouvement des femmes et des citoyens et des citoyennes. Et ça, à ce titre-là, tout ce qui concerne la lutte des CPE, tout ce qui concerne la lutte des services de garde, c'est une lutte aussi qui a permis la création d'alliances qui se sont avérées fertiles pour l'avancement du droit des femmes à l'accès, l'accès des femmes, au marché du travail. Et puis, cette lutte-là, elle s'est déclinée par la suite de différentes manières. Il a fallu continuer à lutter pour avoir davantage de services, pour que ces services-là soient accessibles à tous et à toutes. Parce que les garderies à 7 $, ça n'existe pas depuis si longtemps que ça. Ceux et celles qui, comme moi, sont plus âgés et qui ont eu des enfants en CPE savent très bien que ça coûtait pas mal plus cher à l'époque et puis que et donc la lutte pour l'accessibilité aussi pour un plus grand nombre de gens fait partie des luttes qui ont été portées par les femmes. Autre chose, donc la lutte pour l'accès aux services, pour pouvoir avoir accès au marché du travail, l'esprit tranquille, mais aussi une lutte pour la reconnaissance du travail des femmes. Parce qu'on le remarquera un peu partout dans notre société, quand le travail est effectué majoritairement par des femmes
on considère qu'on a encore un peu, en fait, on subit les effets du sexisme, les effets du patriarcat, qui faisaient en sorte qu'on considérait, le salaire des femmes comme un salaire d'appoint, donc ça ne vaut pas la peine de les payer autant que les hommes, puisque leur salaire est un salaire d'appoint, et deux, le travail qu'elles font, les emplois qu'elles exercent, c'est considéré comme étant le prolongement naturel de leur rôle qu'on leur attribue traditionnellement. Donc, il n'y a pas de compétences là-dedans, c'est de la mission, du grand cœur, etc. Donc, les femmes, la lutte dans les services de garde pour les CPE, c'est une lutte qui regroupe tous ces enjeux-là et qui se situe au carrefour des alliances qui ont été créées entre divers mouvements, comme je le disais tout à l'heure, mouvement des femmes, mouvement syndical, mouvement citoyen. Et c'est perpétuer ces luttes-là, parce qu'elles sont loin d'être terminées. D'ailleurs, les deux camarades qui vont prendre la parole après moi vont vous l'exprimer avec beaucoup plus d'éloquence, puisqu'elles sont des actrices de premier plan. Donc, ces luttes-là sont à perpétuer, tant pour la reconnaissance du travail des femmes que pour la poursuite de la mise en place de services accessibles au plus grand nombre pour l'accès des femmes au marché du travail. Fait que pour cette petite introduction historico-politique, je vais m'arrêter là, puis je reviendrai probablement un peu plus tard avec les questions. Alors, je ne sais pas à qui je cède la parole après. C'est à Nancy? À toi, ma chère. Bonsoir à vous tous. Merci de vous être déplacés. C'est fun de voir que vous vous intéressez au militantisme des CPE, des services de garde éducatifs. Je vais vous demander d'être très indulgent envers moi. Moi, j'ai été élue comme vice-présidente en juin dernier. Alors, je n'ai pas une grande expérience de ce genre de situation. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là. Puis, j'avais vraiment hâte d'être ici. J'anime les instances. J'ai fait des élocutions dans les manifestations, mais ce genre de rencontre, vous êtes mon initiation de ce genre de rencontre. Ça me fait bien plaisir. Alors, la FIPEC-CSQ, on représente 13 000 membres qui travaillent soit en CPE, soit en service éducatif en milieu familial. On a un CPE qui est issu de votre communauté, il s'appelle le CPE Hellénique Foyer d'enfants. Je ne sais pas si ici il y a des parents qui utilisent ce centre de la petite enfance. Non, pas. Alors, moi, je vais vous parler plus de, actuellement, notre négociation, comment ça s'est vécu. Alors, on était sans convention collective depuis le 31 mars 2020. Quand la pandémie est arrivée, on a évalué la situation et on s'est dit, voyons, on est compréhensif, nous, dans la vie. On a une situation pandémique, on a une crise économique qui va en découler. Oui, on a des conditions de travail à revendiquer, mais on est aussi capable d'être solidaire dans la situation. Et on a demandé au gouvernement d'avoir une négociation écourtée pour qu'on règle les grands enjeux, puis qu'ensuite, ça ira dans 3 ans pour la prochaine négociation. Et ça nous a été refusé. Donc, c'est là qu'est devenu tous les enjeux que vous connaissez, toute la confrontation publique du ministère envers les travailleurs de la petite enfance avec des publications dans les journaux pour le 30$ de l'heure qui a été comme vraiment un affront pour les intervenantes en petite enfance. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir échangé avec eux, là, mais ça a été un peu les ridiculiser de le faire de cette façon. L'annonce unilatéralement de majorer le salaire quand on est en table de négociation, c'est une entrave. C'est une entrave à l'article 12 des droits de la personne d'avoir de la représentation syndicale. Donc, ça ne se faisait pas. Ça aussi, c'était un bon coup de barre. Mais de tout ça, nos filles se sont relevées encore plus fort. Ils ont eu envie d'être encore plus solidaires. Puis, ça a donné place à des moments vraiment merveilleux et magnifiques. Oui, la négociation, le résultat, ce n'est pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on avait comme demande, mais c'est quand même une belle négociation avec des beaux gains. C'est ça. Dans le fond, là aussi, on a mis un peu d'eau dans notre vin parce que quand on dit qu'on est fatigué à cause d'une pénurie de personnel, une rentrée de main-d'œuvre,
ben, d'aller poursuivre et combattre puis aller en grève parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut pour les vacances, ce ne serait pas très cohérent. Donc, tu sais, oui, on en a laissé tomber des choses, mais on a une autre négociation à venir. Hein, dans 9 mois, on recommence. Alors, c'est pas très long, 9 mois, hein, c'est le temps d'une grossesse. Fait que ça va être à reprendre à zéro. Ce qu'on a aimé, nous, ce qui nous a beaucoup aidé dans notre mobilisation de nos travailleurs, c'est le sentiment d'appartenance. Hein? Madame Grenon, vous avez vu dans les médias, c'était toujours elle qu'on envoyait dans les médias pour que le sentiment d'appartenance il se crée. C'est important d'avoir une représentante qui va développer sa crédibilité, qui va avoir une aisance d'élocution aussi. Puis, je vais sortir de mon sac. Le fameux chandail rose que vous avez sur votre publication pour l'événement d'aujourd'hui, qu'on a vu partout dans les médias, des belles vagues roses. Parfois, c'était des annonces de la CSN, puis c'était nos images. Puis parfois, c'était des images de la CSQ, puis c'était les images de la CSN. Je pense que les médias font pas vraiment la différence là-dedans, mais le chandail rose, c'était vraiment notre marque. Le sentiment d'appartenance, même les CPE qui n'étaient pas en grève le portaient dans leur milieu. Puis c'est ça qui a développé le militantisme, c'est pour ça qu'on était aussi fort, c'est pour ça qu'on a pu aller aussi loin dans notre grève, dans nos manifestations, dans notre négociation. Je pense que je me suis assez entendue, je vais passer la parole à mademoiselle. Tiens, Carolina. Bonsoir tout le monde. Merci de nous accueillir ce soir. Alors, tout comme ma camarade, moi également, j'ai été élue à la présidence au mois de juin. Donc, je suis pas encore très habituée à ce type. C'est beau, la relève. Oui, hein? J'ai animé des assemblées générales par Zoom, mais présentiel, je recommence à me mettre dedans. Alors, je vais vous faire une petite historique un peu de nos 2 dernières années, de comment on a vécu la mobilisation au niveau des CPE. Je vais essayer de prendre un 5 à 10 minutes, mais j'ai tendance à beaucoup parler. Donc, nous, notre convention était échue depuis le 1er avril 2020. Donc, moi, je suis à la CSN, donc je suis du syndicat de Montréal-Laval, mais à la F3S, la fédération à laquelle on fait partie, on représente 11 000 travailleuses en CPE à travers les 13 régions du Québec. Donc, c'est ces 13 régions-là qui sont représentées à la table de négociation nationale. Donc, on était sans convention à partir du 1er avril 2020. Mais 2020, ça synonyme avec pandémie. Alors, nous, on était prêts à négocier, mais on a été freinés dans le processus à cause de la pandémie. Le comité de négociation nationale rencontrait le gouvernement à ce moment-là pour parler de la gestion de la pandémie dans les CPE. Donc, je tiens à rappeler que les CPE ont eu un traitement assez dégoûtant de la part du gouvernement. Là, puis je pense que c'est là qu'on pouvait voir le mépris qu'il allait avoir à la table de négociation. Si on se rappelle, le fameux 13 mars, les CPE sont fermés, en tout cas, les services de garde sont fermés, et 2 jours plus tard, vous devez ouvrir, vous devez rentrer au travail, parce qu'ils réalisent finalement que les travailleurs en CPE sont essentiels pour que les travailleurs essentiels puissent aller faire leur travail. Donc là, premier son de cloche de ça va mal aller au niveau des négociations. On est devenu des services de garde d'urgence. On n'avait pas de matériel de protection dans les premiers mois, donc on n'avait pas de masque, rien de tout ça. À plusieurs reprises, on demandait au gouvernement une prime COVID pour les travailleurs qui étaient sur le plancher. À maintes reprises, on revenait. Tout le long de la négociation, on le demandait et à chaque fois, pas de réponse. Donc, encore une fois, ça vous donne une idée de comment, à quel point c'est quoi la vision que le gouvernement du travail qu'on effectue. Donc, notre négociation a réellement débuté là, à l'hiver 2021. Donc, le 1er février, la partie syndicale, on a déposé nos demandes. Nous, on avait 5 priorités de négociation qui ont été déterminées par nos 11 000 travailleuses. Donc, la première, c'était une augmentation salariale équitable. Donc, pour les salaires des éducatrices, il est bien moins traité que d'autres types d'emplois qui sont équivalents dans le réseau d'éducation. Donc, pour une formation de même niveau, avec des responsabilités qui sont comparables, des fois même supérieures, notre salaire était de 23 % inférieur. Donc, pour nous, ça n'avait pas de bon sens. Il fallait avoir un rattrapage salarial massif, pas juste pour les éducatrices, mais également pour les autres appellations d'emploi, que eux aussi, là, le niveau de salaire, ce n'était pas équitable. Ça, c'est notre première priorité. Également, on demandait d'avoir des moyens pour donner des meilleurs services aux enfants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a les ratios dans les CPE et on a également le soutien pour les enfants en défi particulier. Donc, je vais en parler un peu plus tard, les ratios, là, mais c'est une grosse problématique, les ratios dans les CPE. Donc, le dépassement du ratio, parce qu'on a un ratio qui doit être respecté, mais il est tout le temps dépassé, donc non respecté. Des fois, c'était pour toute une journée,
Et tu combines à ça le manque de soutien professionnel, ben, ça vient nuire aux enfants qui ont un besoin particulier. D'autant plus qu'on remarque une augmentation des enfants en défi particulier dans les services de garde dans les dernières années. Des fois, les sommes qui sont perçues par les CPE pour ces enfants-là, il va servir à réduire le déficit du CPE plutôt que de le mettre directement dans des services offerts à ces enfants-là. Donc, on est en surcharge de travail quotidien, puis souvent le ratio, ben, il n'est pas à la baisse quand on a des enfants en défi particulier, donc ça nous rajoute du travail. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est un meilleur accompagnement pour permettre, entre autres, d'accélérer les diagnostics de ces enfants-là. Donc, puis, bon, outre la surcharge de travail d'éducatrice, ben, en bout de ligne, c'est les enfants là, qui écopent de ça parce qu'il y a un manque de ressources professionnelles et également du dépassement des ratios pour les éducatrices parce que ça fait, ben, j'ai moins de temps pour consacrer aux autres enfants qui vont bien. Ils ont quand même besoin d'attention puis d'un moment avec leur éducatrice. La troisième priorité, c'était une amélioration de nos vacances. Donc, dans les dernières négociations, on a perdu des vacances. Donc, on voulait avoir notre 5e semaine après 10 ans au lieu de 15 ans. Et on voulait avoir la 6e semaine qu'on avait perdue et on l'a demandé après 20 ans. Bon, pendant la négociation, on est atterri sous statu quo, ce qui est quand même bien, on n'a pas perdu d'autres choses. On a également demandé comme priorité un temps de planification pour le dossier de l'enfant et pour la gestion de la cuisine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les CPE, il y avait, avant la négociation, 14 heures par place au permis. Donc, par place au permis, c'est le nombre d'enfants qui peuvent être au CPE. Donc, si tu as 80 enfants, c'est 14 fois 80, ça donne le nombre d'heures que tu as pour de la planification, rencontre parents, réunion d'équipe et tout ça. Cependant, dans les 2 dernières années, il y a la loi 143 qui a été adoptée et qui amène une surcharge de travail. Donc, c'est devenu obligatoire de faire un dossier de l'enfant qui est vraiment très, très détaillé, qui demande beaucoup, beaucoup de temps aux travailleuses. Ce qui fait qu'on vient piger dans le 14 heures, on vient piger dans le temps de planification. Donc, souvent, ces travailleuses-là finissaient par faire ce travail-là à la maison non payé. Donc, c'est une surcharge de travail. Donc, nous, on demandait une augmentation jusqu'à 24 heures, plus 4 heures pour le dossier, donc autour de 28 heures. Puis également, les responsables d'alimentation, comme une de mes collègues disait dans les assemblées, on dit que le gouvernement ne réalisait pas qu'il y avait des responsables d'alimentation dans les CPE. Donc, c'est des personnes qui font la nourriture pour les enfants, ils gèrent les allergies, ils font les commandes pour la gestion de la cuisine, etc. Mais ils n'ont pas d'heure de planification. Donc, nous, ce qu'on demandait, c'est un minimum de 52 heures par CPE. Donc ça, c'est une de nos demandes. Et on voulait avoir également tous nos fériés, parce que, également, comme je disais, on a perdu des fériés dans les anciennes négos. Donc, par exemple, des travailleuses à 4 jours, on avait 13 fériés, on est tombé à 11, on voulait les revoir. Donc, ça, c'était nos priorités. Donc, on a fait plusieurs actions de mobilisation au cours du printemps 2021. On a eu nos objets de solidarité. Donc, nous c'était un T-shirt, je ne l'ai pas amené. On avait un T-shirt bleu marine avec une gamine dessus. On a donné la formation à nos délégués et à nos responsables à la mobilisation. On a commencé à faire des distributions de tracts, des petites actions dans les CPE qui étaient ciblées. Mais voyant que la partie patronale ne déposait toujours pas leur demande monétaire, parce qu'on déposait leur demande normative au mois d'avril, mais ils déposaient toujours pas le monétaire. Mais on s'entend une négociation, les deux vont ensemble. Il faut que tu aies le normatif et le monétaire pour savoir qu'est-ce que tu serais prêt à laisser tomber ou à avoir comme monnaie d'échange. Donc, c'est là qu'on est allé chercher un mandat de grève d'une banque de 10 jours. Donc, au niveau national, donc au niveau du Québec, ça a été adopté à 97%. Et à Montréal, notre résultat était de 96%. Donc, le pourcentage démontre à quel point les travailleuses étaient à bout de souffle et étaient déterminées là, à ce que ça change. Parce qu'on ne pouvait pas continuer dans les conditions dans lesquelles on travaillait. Parce qu'en bout de ligne, c'est quoi l'impact? Bien, le réseau allait tomber. On fait face à une pénurie de main-d'œuvre importante. On n'a pas de relève présentement dans les CPE. On annonce des places à profusion, mais il n'y a personne qui est là pour prendre soin de ces enfants-là. Donc, vraiment, là, si on voulait changer la situation, il fallait vraiment donner un coup de barre. Donc, c'est là que la mobilisation est rentrée en ligne de compte. Mais, comme ma camarade également l'a mentionné, la fameuse mesure administrative qui a été donnée le 14 octobre, une augmentation de salaire sans même passer par la table de négociation. Puis, je tiens à rappeler que cette augmentation-là a été donnée seulement aux éducatrices. Mm-hmm. Donc, on ne parle même pas des éducatrices qui sont non qualifiées, on ne parle pas des éducatrices spécialisées, on ne parle pas des autres appellations d'emploi. Donc, vraiment, tu vois à quel point ils sont pas mal déconnectés de c'est quoi un travail d'équipe dans un CPE. Donc, pour nous, cette proposition-là n'était pas acceptable à la table, puis parce que pour nous, on ne pensait pas que c'est ça qui va faire retenir les travailleuses en CPE.
Donc, pour nous, cette façon de négocier sur la place publique par le biais d'une directive, c'est vraiment inacceptable. Le gouvernement vient se présenter en sauveur qui contourne les méchants syndicats là, pour venir régler la pénurie, mais une pénurie que nous, on dénonce depuis très longtemps. Donc, on a mené une mobilisation qu'on qualifie d'historique. On a effectué une banque de 10 jours de grève du 24 au 25 novembre. Comme je disais, a été adoptée à 97 %. On est également allé chercher un mandat de grève générale illimité le 25 novembre qui a été adopté à 92 % là, à travers le Québec. Donc, à ce moment-là, on faisait face à un mur qui refusait de revoir le pourcentage pour le rattrapage salarial pour les autres appellations d'emploi. Il refusait de parler des autres sujets à la table de négociation. Ici, on parle des ratios, on parle de la planification, on parle des fériés, des vacances. Il refusait de parler de ces sujets-là tant et aussi longtemps qu'on ne réglait pas les salaires. Donc, en voyant là, à quel point il était fermé le gouvernement, on a déclenché la grève générale illimitée le 1er décembre. Il faut vraiment le dire que c'est grâce à cette grève générale illimitée que nous avons été en mesure de vraiment faire un gros trou dans ce mur-là et qu'on a été en mesure d'élever le pourcentage de rattrapage là, pour les appellations d'emploi. On est en mesure d'obtenir des gains en ce qui concerne nos fériés, donc on a récupéré 2 fériés. On a une lettre d'entente pour les enfants en défi particulier. On a réussi à intégrer dans la Convention une clause de temps de planification pour les responsables d'alimentation. Ce n'était pas 52 heures qu'on voulait, mais c'est quand même, on ouvre une porte pour les prochaines négociations pour améliorer la clause. Puis également, on a été capable de contrer des reculs. Ils voulaient limiter les pauses, les ratios, ils voulaient biffer la clause de la convention collective. On a intégré sur le statu quo, les vacances également, le temps supplémentaire. Donc, la mobilisation que les travailleuses ont menée, on en parlait souvent dans les médias, la solidarité exemplaire qui a été menée, là, de voir ces travailleuses-là mener une lutte, pas juste pour elles, parce qu'on s'entend que les éducatrices sont majoritaires, Oui. mais pas juste pour elles, mais pour tout le monde. Ça démontre à quel point c'est un travail d'équipe que l'on fait en CPE, puis c'est tout le monde ensemble qu'on améliore et qu'on développe la vie de ces enfants. Donc, voilà. Dans le fond, je ne sais pas si vous m'entendez bien sans micro. On se passe très bien. Ouais. Ah, il faut, OK. C'est bon. Merci beaucoup. C'est absolument fascinant d'entendre votre lutte, d'entendre parler sur votre lutte. Puis aussi de la contextualiser là, dans un contexte de lutte féministe. Alors, c'est sûr que dans le contexte où on voit aussi d'autres luttes dans les secteurs publics, d'autres luttes où les femmes sont appelées à remplir leur devoir de vocation et on diminue les salaires, on comprend comment cette lutte-là a une importance qui dépasse vraiment la convention collective elle-même, mais aussi que vous avez mené une lutte exemplaire pour d'autres personnes. Alors, on vous remercie. On est très heureux d'être votre baptême de feu pour ce qui est de l'Assemblée. Alors, c'est une communauté, on est très sympathique, alors je suis sûre que vous allez apprécier votre expérience. Et pour cela, j'ouvre donc, s'il y a des questions dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'on a un micro pour la salle? Je pourrais en lancer une à vous trois. Alors, vous avez parlé des négociations de Legault sur la place publique. C'est quelque chose qui a été quand même frappant pour les personnes qui étaient à l'extérieur, de voir ces grandes annonces dans les journaux. Aussi de demander aux travailleurs de faire du 40 heures. Voulez-vous nous parler un peu de cet enjeu-là? Vous l'avez abordé, mais c'est-tu nouveau comme phénomène de négociation? Quel impact ça a eu aussi sur votre mobilisation? Ah, OK. Ben, en fait, pour ma part, au niveau de la négociation sur la place publique, je pense qu'on l'avait vu un peu pour le secteur public. Là, que nous autres, on s'y attendait un peu qu'elle allait faire la négociation de cette façon-là, mais nous, pour notre part, on n'a pas embarqué dans cette tactique-là, parce que nous autres, on se disait, bien, la négociation, ça se fait à la table de négociation, ça se fait pas sur la place publique. Puis nous autres, c'était important de respecter ce décorum-là de la négociation. Pour notre part, nous autres, on a continué à informer nos membres comme on le fait d'habitude. Pendant les assemblées, on leur informait de la situation, on faisait des capsules vidéo, on avait les tracts. Pour les parents, on avait les fonds légaux pour nos travailleuses. Au fur et à mesure de la négociation également, on a utilisé les Facebook Live par des conférences de presse pour venir démentir aussi un peu certains propos que le gouvernement faisait là,
On a parlé tantôt de la publicité là, du 30 $, là, puis que là, c'est à cause des syndicats là, qu'on ne réglait pas. Ben, tu sais, ça, on a essayé de tenter de démentir. Puis, tu sais, je suis apprécié le travail qui a été fait à travers les 13 régions, puis les présidences des syndicats, que quand on se faisait interpeller par des journalistes, on venait démentir puis rectifier le tir sur ces interventions-là. Donc, rendu là, est-ce que les journalistes prennent tout ce qu'on dit? Non, mais on faisait notre travail de venir démentir tout ça. Puis, au niveau de la mobilisation, le but, c'était de venir passer notre mobilisation, mais bien au contraire, nos travailleurs comprenaient le jeu, puis ils ne se laissaient pas embarquer là-dedans. Puis bien au contraire, pour l'augmentation de salaire juste pour les éducatrices, ben, ça a enragé plusieurs travailleuses de dire, ben, voyons donc, OK, oui, c'est le fun pour moi, mais ma collègue, elle, c'est pas pour rien qu'on a mené une lutte pour tout le monde. Donc, on fait ça pas correct. Donc, la mobilisation, c'est juste intensifié. Les pourcentages qu'ils donnaient à ce moment-là, c'est insultant aussi. Même chose pour l'annonce publicitaire. Nous autres, on a eu une assemblée, je pense, qui suivait comme 2-3 jours après cette annonce-là, et ils étaient enragés, ils étaient juste plus motivés à continuer la mobilisation pour dire, ben c'est pas vrai, là, que nous autres, on va se faire passer comme des bébés lala, qu'on demande trop pour ce que c'est. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il s'est tiré dans le pied à ce niveau-là, ça nous a juste plus motivés à poursuivre la mobilisation. Ben, je pense aussi que le but du ministère, avec toute cette diarrhée verbale dans la place publique, était aussi le gage de vouloir changer l'opinion publique sur les éducatrices, sur les intervenantes en petite enfance, sur tous les corps de métier qui occupent les centres de la petite enfance. Puis, on a fait un sondage léger auprès des parents, et à 52% des parents utilisateurs des services de garde appuyaient toujours, malgré toutes les tentatives du gouvernement de renverser la situation, de nous faire perdre la face, de nous faire passer pour des bébés gâtés qui veulent toujours plus, ou qui font des demandes, oh mon Dieu, comme un sac à surprise. Ben voyons, ils voulaient juste une augmentation salariale pour les éducatrices. Puis là, ils nous arrivent avec les autres corps d'emploi. Je peux vous dire que le jour 1, les autres corps d'emploi faisaient partie des demandes. Là. C'est pas vrai que c'est arrivé comme une boîte à surprise en cours de route. Peut-être qu'eux n'avaient pas lu jusqu'à cette page-là, mais elle était là quand même. Là. Définitivement, elle était là. Nous, on l'a vécu beaucoup en transparence envers nos membres, parce que c'est sûr que quand c'est martelé dans les médias, les informations, bien, des fois, ça nous ébranle un peu. Aussi, quand on lit sur Facebook, les commentaires, on avait des commentaires quand même haineux de certaines personnes qui ne connaissent pas du tout la réalité de ce que c'est notre métier, de ce que c'est les enjeux, mais qui critiquent quand même. On en a tous des gérants d'estrade dans nos amis, dans notre entourage. Puis là, c'était sur la place publique, ils le faisaient sur la place publique. Ça a touché beaucoup de gens. Ça a fait de la peine à beaucoup de membres. Fait que c'était important, justement, comme disait ma collègue, de faire de l'information, que ce soit par les pages Facebook. Je ne sais pas de leur côté, mais nous, à la FIPEC CSQ, on avait une page Facebook, une négociation fermée, seulement pour les gens membres, que c'était vérifié pour pouvoir adhérer à la page, que c'est vraiment des membres. Fait qu'il y avait beaucoup d'informations qui circulaient dans cette page-là, beaucoup de rectifications de données, beaucoup de « inquiétez-vous pas, on est encore là ». Non, c'est pas vrai qu'on a accepté ça, l'augmentation salariale, puis que ça va rester là. C'est ça. Puis c'est très drôle, parce que dans leur publicité, dans leur coût médiatique, on a eu Essentiel et Universel, la campagne de la CSQ, qui a paru en bandeau dans leur publication. C'était vraiment un beau contraste des deux dans les journaux, là. Ça a été assez cocasse, on s'est tout envoyé la photo. Parce que ça, c'est très drôle. Mais oui, je pense que, tu sais, faut pas aller dans la confrontation, mais il faut quand même aller dans la rectification quand le gouvernement essaie de faire des choses comme ça envers les travailleurs, de se servir de l'opinion publique en pauvres parents qui étaient pris en otage. Tu sais, les parents, ils étaient avec nous. Nous, sur le piquetage, il y avait des parents qui venaient porter des collations, il y avait des parents qui venaient porter des cafés pour qu'on se réchauffe, parce qu'on a eu du piquetage avec de la grêle, de la pluie, de la neige. Nos amis en Abitibi, là, ils n'ont pas les mêmes conditions nécessairement que nous ici en ville. Fait que c'était important, ça, de garder la transparence pour pas, justement, que la désinformation arrive. On a une porte-parole qu'on a vue partout qui a demandé à
à Mme Lebel de danser le tango avec elle, mais malheureusement, elle n'a pas sorti ses souliers de tango pour danser avec nous. Ça a été difficile et ardu, mais je pense qu'on a une belle conclusion quand même. Là. Je pense que dans les questions qu'on peut préparer, ça va revenir tout à l'heure. Merci. Et moi, il y a une chose que je voulais ajouter, là. Alors, j'ai un secret pour vous. Le gouvernement de la CAQ est anti-syndical. Et toutes les stratégies qu'ils utilisent, c'est justement pour démontrer à quel point les syndicats, c'est tellement pas indispensable que s'il y avait que le bon gouvernement Legault, le bon papa de famille, ça irait tellement mieux parce que lui, il sait c'est quoi qui est bon pour le peuple, puis lui, il sait c'est quoi qui est bon pour les travailleuses et travailleurs. Et qui est l'empêcheur de tourner en rond? C'est les méchantes organisations syndicales. Et le travail que les travailleuses ont fait sur le terrain, le travail de contre-propagande là, que vous avez nommé toutes les deux, là, il a été essentiel dans les stratégies de négociation, justement pour, des fois par rapport aux membres, parce que les membres aussi entendent ça, hein, puis c'est pas évident. Fait que ça, c'est extrêmement important. Et puis, l'autre élément qui a été vraiment très important, c'est le gouvernement a essayé de casser la solidarité. Et c'est ça qu'il essaye de faire dans chacune des négociations, essayer de diviser dans le secteur public. Il a fait la même chose. Avec les CPE, il a fait la même chose, essayer de diviser, puis à partir d'une pseudo-analyse du marché du travail. Et d'ailleurs, tous les éléments qu'il met de l'avant reposent sur cette espèce d'analyse du marché du travail que là, en ce moment, j'ai besoin de tant de travailleuses à ce moment-là. Il faudrait qu'ils travaillent 40 heures. Hein? Ça, le fameux travail 40 heures. Alors que, qu'est-ce que les travailleuses en CPE disent? C'est nous, on veut offrir des services de qualité. On veut attirer et maintenir des gens dans la profession. Mais pour ça, ça prend des bonnes conditions de travail. Alors, c'est tout ce discours-là qu'il fallait réussir à faire passer, puis chapeau, ça a été vraiment... ils n'ont pas été capables de casser cette solidarité-là. Et cette solidarité-là, des parents également, là, après des... Mon Dieu, combien de jours? 10 plus... je pense que c'est 18. 18 jours de grève, c'est pas rien. 18 jours dans les médias à marteler que les parents sont pris en otage, que blabli, blabla. Et finalement, ils n'ont pas réussi à ébranler pour cet appel à l'anti-solidarité-là. Ils n'ont pas réussi à ébranler, la solidarité entre les travailleuses d'abord, mais aussi même avec les parents. Et ça, c'est quand même marquant comme victoire. Puis même à la fin, quand on parlait de négociations sur la place publique, même je me rappelle d'un chroniqueur le matin à Radio-Canada qui, à un moment donné, a exaspéré, alors qu'au début, en 2020, il n'est pas nécessairement le même discours, mais exaspéré de dire à la ministre Lebel, mais oui, mais là, vous passez votre temps à négocier la place publique. Il me semble que c'est pas ça, c'est pas de même qu'on fait de la négociation. Je me dis, yes, il vient de comprendre. Et en terminant... ce que je trouve intéressant aussi, puis je trouve que la lutte qu'elles ont menée, le slogan que vous aviez aussi, là, aussi loin qu'on voudra y croire, c'était vraiment à la lumière de l'importance de cette lutte-là. Puis je trouve que vous l'avez portée avec fierté, là, vraiment, là, jusqu'au bout, pour obtenir des résultats qui ont été, somme toute, très intéressant, oui. Pas miraculeux, pas toutes, mais vraiment très intéressant. Et sans cette lutte exemplaire-là que vous avez menée, bien, qui n'aurait pas été possible. Alors, voilà. Est-ce que une personne veut oser prendre le micro? Allez-y. Levez-vous. Bonsoir, merci vraiment de partager, d'être ici avec nous ce soir pour en discuter de tout ça. Moi, honnêtement, je trouve que c'est super qu'on peut terminer 2021 avec des histoires de mobilisation, de résistance, de lutte comme celle-là que vous avez faite. C'est vraiment un bon exemple. Moi, je travaille avec le CIUS du Nord-de-l'île de Montréal. Je travaille comme préposé à l'entretien ménager à l'hôpital Sacré-Cœur. Et on a eu aussi beaucoup de mobilisations pendant cette année-là parce que le gouvernement ne voulait pas du tout négocier.
Donc, comme on la voit, c'est un gouvernement anti-syndical, vraiment. On voit qu'on a des collègues, quand même, les ambulanciers, le personnel qui travaille à l'hôtellerie à Montréal, qui sont en train de négocier, à Québec, etc. Là, ma question, c'est plutôt comme, par exemple, donc, sachant qu'on a un gouvernement anti-syndical, un gouvernement qui, bien sûr, est plutôt dans la façon de donner l'argent peut-être aux entreprises et aux patrons des entreprises, que vraiment investir dans le secteur public, parce que quand même, par exemple, dans le milieu de la santé, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement est en train de transférer l'argent aux cliniques privées que d'investir dans le secteur public. Donc, comment on peut travailler, par exemple, une mobilisation, parce que bientôt on va tous avoir la nécessité de négocier encore une fois de nouvelles conventions collectives, et probablement on va trouver un gouvernement qui est plus là avec les mesures d'austérité, etc. Donc, la nécessité d'avoir un front commun vraiment, parce que là, par exemple, on a vu un bel exemple, CSN, CSQ, on avait quand même l'appui de la communauté, etc., contre le gouvernement qui disait toutes ces choses terribles-là. Mais donc, nous autres de la santé, on a eu quand même un moment qui, c'était la CSN, la FTQ, plusieurs syndicats qui étaient quand même en train de gérer là, ces négociations, la PTS aussi. Donc, pour qu'on soit plus fort dans ces moments-là, et ça sera vraiment quelques mois, comment vous voyez ça? La nécessité de travailler ces forts communs-là, pour qu'on puisse défendre nos services publics, qui rendent des services essentiels aux communautés, non, qu'on puisse créer vraiment une solidarité plus solide parmi nous autres, des différents domaines, différents secteurs, et pour qu'on puisse, bien sûr, mais continuer à demander de meilleures conditions de travail, etc. Parce que, voilà, on a un autre variant qui est là vraiment présent maintenant. Il faut qu'on continue à avoir des conditions de sécurité, etc. Pas juste de comment le gouvernement, ils vont négocier, ils disent, ah, mais vous pouvez faire comme $1000 à la fin du mois. Comme ils vont nous donner des primes, des choses forfaitaires, que les conditions sont aussi incroyables. Si tu manques une journée de travail, voilà, tu as perdu la prime, etc. Donc, c'est juste une question. Merci. Merci, excellente question. Je peux commencer, puis je vous donne une main d'applaudissement aussi pour vos démarches que vous avez faites. Hein. Vous êtes autant à féliciter que notre domaine, tout à fait. Envers le gouvernement qui est antisyndicaliste, je pense que de se rallier ensemble. Justement, moi, aujourd'hui, j'étais en conseil général de la CSQ, puis en conseil général, ça regroupe plein de fédérations, autant en santé qu'en enseignement, qu'en petite enfance, dans le privé, dans le public pour l'enseignement. Puis, on a décidé aujourd'hui, on a voté pour la coalition 18. C'est la coalition pour faire augmenter le salaire minimum à 18 $, donc augmenter la qualité de vie de plusieurs personnes. Ça peut être ce genre de mouvement-là qu'on peut faire dans les centrales, dans les grandes centrales. C'est une façon d'aller aider la société en général. C'est sûr que pour ce qui est de la petite enfance, le gouvernement a déposé son projet de loi et son grand chantier pour la petite enfance. Fait que nous, on a contrevenu avec on a répondu avec un mémoire, on a déposé un mémoire avec nos demandes. C'est une façon qu'on a de lutter contre notre gouvernement actuel. C'est un projet de loi, hein, c'est là qu'on peut intervenir, qu'on peut faire changer les choses. Alors, autant pour les services de garde en milieu familial que dans les CPE, je ne sais pas s'il y en a des utilisateurs de services de garde en milieu familial, mais c'est quand même des beaux milieux aussi, c'est quand même des travailleuses excellentes et puis qui font partie de l'avenir. Puis si on veut une place pour chaque enfant, il y a l'annonce de 37 000 places, mais ils en font partie intégrante de tout ça. Je ne pense pas que ça réponde à votre question entièrement, mais je pense que les centrales doivent engendrer des mouvements justement parce que dans les grandes centrales, il y a plusieurs corps d'emploi, il y a plusieurs... Fait que là, nous, aujourd'hui, dans nos plans d'action, entre autres, je trouve qui touchent la communauté en général, c'est la coalition 18 là, pour une majoration du salaire minimum. Puis, les 25 ans de l'équité salariale hein, pour les femmes, qu'on martèle encore. Il y avait eu une sortie juste avant nous aussi en manifestation là, pour ça. Je pense que les grandes centrales sont là pour ça aussi, pour venir
dire haut et fort le message de la population en général. Je vais laisser la parole à Dominique. OK. Bien, comment travailler? Alors, évidemment, l'idéal, c'est toujours de travailler dans des alliances les plus larges possibles. Nancy a donné le très pertinent exemple de la coalition pour le 18 $ pour augmenter le salaire minimum à 18 $ l'heure. Donc, que les forces, puis là, cette coalition-là, elle est composée de tant d'organismes communautaires que d'organisations syndicales. Bref, de mener nos luttes dans des alliances, dans des solidarités les plus larges possibles, moi, je pense que c'est extrêmement important. Cependant, il faut aussi être capable de laisser de la place aux revendications des travailleuses et des travailleurs parce que, on le sait, nos organisations essaient d'être le plus démocratique possible et de répondre véritablement aux aspirations des travailleuses et des travailleurs. Alors, il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour tout arrimer ces revendications-là qui, des fois, sont pas toujours les mêmes. Fait que ça, c'est quelque chose de... Puis des fois, il y a des éléments dans les revendications d'une organisation pour lesquels c'est extrêmement important. Tu sais, je pense, à un moment donné, à la CSN, c'était dans le secteur public, la question du montant fixe, là, c'était 3 $ l'heure, qui favorisait davantage les plus bas salariés. C'était quelque chose d'essentiel et de fondamental, puis qui venait des gens de la base. Fait que c'est comment aussi, au fil du temps, au fil des luttes, puis des fois, ça ne vient pas automatiquement, là, c'est pas magique. Fait qu'on a beaucoup de travail à faire pour arrimer nos luttes puis pour qu'on puisse les mener de la manière la plus solidaire possible. Autre chose, il faut aussi les voir, comment je pourrais dire, un peu des fois un peu plus globalement. C'est comme là, il y a les luttes que l'on mène sur le front syndical, l'amélioration des conditions de travail, mais je pense aussi à des luttes qu'on a menées, entre autres les superbes batailles qu'on a menées contre l'austérité, là, à travers le collectif Refusons l'austérité, puis la coalition Main Rouge, la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, pardon, en 2013, 2014, 2015, on a mené des batailles, puis on a fait des choses absolument fabuleuses. Moi, je pense qu'il faut se questionner sur qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant comme revendication commune, qu'est-ce qu'on doit développer aussi comme plan d'action commun pour pouvoir gagner ensemble. Et ça, quand on gagne ensemble, ça donne le goût de mener encore plus de luttes ensemble. Puis je vais terminer sur justement, au Conseil central du Montréal métropolitain, on est en train de travailler avec d'autres organisations, puis à la CSN aussi, il y a toute une réflexion sur comment on va mener nos luttes, puis c'est quoi nos priorités pour l'après-pandémie. Hein, c'est quoi que les leçons de la pandémie nous apprennent? Puis qu'est-ce qu'on peut mener par la suite comme lutte commune, comme lutte globale, comme lutte collective, pour améliorer la situation, parce que la pandémie, là, elle a mis le nez, pardonnez-moi l'expression, mais elle a mis le nez dans le caca du gouvernement quand on a dénoncé, là, en fait, tout ce qu'on a dénoncé dans le temps de la lutte à l'austérité, là, c'est arrivé. Fait que, tu sais, c'est le fun des fois de dire j'avais raison, mais en même temps, c'est pas drôle de dire qu'on avait raison parce qu'on a frappé un mur puis une solide catastrophe. Et là, les gouvernements n'ont pas eu d'autre choix que de reconnaître l'effet des politiques qu'ils ont adoptées depuis les dernières années. Mais là, je ne sais pas si vous vous en apercevez, mais c'est comme s'ils commencent à perdre un petit peu la mémoire sur ce qu'ils ont dit au début là, de la pandémie puis des découvertes qui les ont frappés de plein fouet. Alors, on va avoir un travail de leur raviver la mémoire puis de le faire le plus largement possible. Dans le fond, je veux juste ajouter, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Dominique vient de dire, mais tu sais, au niveau CCE, dans les luttes à venir, les alliances à faire, j'avais mentionné un peu plus tôt qu'il y avait les ratios, où est-ce qu'on a vu de la misère au niveau de la négociation, puis ce qu'il faut savoir, c'est que les ratios, c'est partie intégrante des règlements des services de garde. Et nous, on voulait le spécifier dans la convention collective, puis c'est quelque chose qui a vraiment été, qui n'a pas passé. Donc, j'avais dit plutôt que le gouvernement voulait retirer cette clause-là de la convention, puis nous autres, on ne voulait pas, parce que si l'en est de la convention, on ne peut pas déposer des griefs si jamais ce n'est pas respecté les ratios. Donc, les ratios, c'est une éducatrice pour 5 points, une éducatrice pour 8 enfants de 18 mois à 4 ans et une éducatrice pour des enfants de 4 ans. 10 enfants de 4 ans, c'est ça.
Donc, dans le fond, nous autres, on est en réflexion de savoir comment est-ce qu'on peut mener cette bataille-là, parce que c'était quelque chose qui était très important pour les travailleuses, puis c'est quelque chose de très lourd présentement parce qu'elles vivent les ratios. Puis, tu sais, moi, étant éducatrice moi-même, vivre un ratio qui dépasse dans un groupe, c'est extrêmement difficile. Donc, on est en réflexion de savoir comment est-ce qu'on va mener cette bataille-là, parce qu'il faut vraiment mener cette bataille-là d'une façon différente. Donc, on est en questionnement de voir comment est-ce qu'on peut justement s'allier avec d'autres personnes, d'autres organismes pour essayer de contrer et faire changer au niveau des ratios pour qu'il y ait un respect. Donc, c'est une réflexion qui est à mener, puis c'est sûr, c'est quelque chose qui vous intéresse. Lorsqu'on vous interpellera, vous nous donnerez un petit coucou pour qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire tout le monde ensemble, parce qu'il va falloir que ça change au niveau des ratios, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est ça. Merci. J'avais une question. Kalispera. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par une petite réflexion qui vient du syndicaliste français Henri Krasuki, vice-président de la Fédération syndicale mondiale, qui disait que c'est une erreur de parler d'acquis sociaux, il faut parler de conquête sociale, parce que le patronat ne les arme jamais. C'est bon, ça. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre, et pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Dominique, c'est exactement ça qu'on est en train de voir. Que chaque conquête sociale qu'on gagne, il faut la défendre. Et je pense que la lutte des travailleuses de CPE, c'est justement une lutte pour la défense de nos conquêtes sociales. C'est des conquêtes qu'on a gagnées d'âpres luttes, et je pense que pour ça, eh bien, on doit une bonne main d'applaudissement à nos amis et camarades. C'est une lutte pour la défense des services publics, c'est une lutte pour la défense d'un réseau de services de garde qui est à peu près unique. Je pense, pas juste en Amérique du Nord, mais à peu près unique au monde aussi. Je dirais sur une note aussi positive d'ailleurs que hier au Portugal, il y a eu des grandes manifestations dans tout le pays parce que pour la première fois, les salariés du Portugal ont réussi à conquérir la gratuité d'un service de garde pour les familles plus faible revenu. Alors, si eux sont capables, pourquoi pas nous? En effet. Évidemment, des questions, il y en a plusieurs. Chaque lutte amène son autre question, mais la première que j'aimerais poser, c'est on a vu dans la mise à jour du gouvernement Legault que le gouvernement met en place des crédits d'impôt pour les services de garde privés. Alors, je voudrais savoir un peu, moi, à mon avis, ça semble assez clair que c'est une façon de détourner le service des CPE. De la même façon qu'il y a quelques années, on entendait parler des maternelles 4 ans. Alors, dans le fond, est-ce qu'on peut vraiment, finalement, c'est une question plus sur l'avenir du réseau des CPE et des grands enjeux qui s'en viennent, mais je pense que ça va être une lutte qui va être importante aussi à développer. Si j'ai bien compris, dans pas moins que 9 mois, ou pas plus que 9 mois. Donc, je voudrais entendre là-dessus, voir comment vous voyez l'avenir du réseau, quels vont être les plus grands enjeux, les luttes cardinales pour maintenir le réseau des CPE. Et puis, j'aimerais aussi, c'est une question peut-être un peu plus globale, mais je pense qui est liée à la question de la défense des services publics et des conditions de travail. Parce qu'on sait qu'au Québec, depuis le Fonds commun de 1972, les services publics ont un impact très important. C'est un peu les négos dans les secteurs publics qui donnent le ton sur les conditions salariales un peu de tout le monde. Ben là, dans la situation où on a une inflation qui est galopante, dans la situation actuelle où on a évidemment un gouvernement qui est complètement antisyndical, qui nous prépare très clairement un coup fumant, parce qu'évidemment pour l'instant il cache un peu ses cartes, mais s'il est réélu, ça risque d'être la bombe atomique qui va nous exploser en pleine face. Donc un peu c'est quoi la stratégie, tout à l'heure un peu pour revenir sur la question de Gustavo, c'est quoi la stratégie et les points que vous voyez au niveau dans les stratégies du mouvement syndical pour augmenter les salaires, les conditions de travail en général, et aussi contre ce gouvernement Legault qui est quand même, je dois le dire, assez vicieux dans ses attaques
beaucoup, à mon avis, plus difficile à combattre que l'était le gouvernement Couillard, par exemple, qui arrivait avec une austérité et c'était bien clair que c'était beaucoup plus noir et blanc, alors que là, c'est vraiment plus un petit peu plus vicieux et il essaie d'utiliser à peu près tous les leviers à sa disposition pour avoir l'air raisonnable, bon père de famille, mais qui en même temps s'en prend à nous, à nos conditions, de façon inégalée et inédite. Alors, double question, mais qui veut répondre? J'ai commencé tantôt, on va faire ça. Je voudrais répondre à une des deux questions au niveau de l'avenir des CPE. Tu sais, comment on le voit? Ben, tout d'abord, moi, en tout cas, c'est de voir en premier l'impact de la négociation. Parce que, tu sais, on disait tantôt qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre, on n'a pas de relève, tout ça. Mais moi, je veux voir en premier l'impact de cette négociation. Est-ce qu'on va être capable de freiner l'hémorragie majeure qu'on a présentement dans le réseau? Est-ce qu'on va être capable, malgré tout ce qu'on a négocié, de retenir ces travailleuses-là dans les CPE et de se dire, bien, finalement, ça vaut la peine de continuer à travailler dans ce milieu-là? Est-ce qu'on va avoir la relève qui va venir? Pour moi, c'est ça principalement mon inquiétude, parce que moi, je trouve que c'est une bonne entente qu'on a eue. Je suis gourmande, j'aurais voulu tout avoir, mais tu sais, on a une bonne entente, mais est-ce que c'est assez ce qu'on a négocié, ce qui a été convenu pour retenir et freiner cette hémorragie? Moi, premièrement, je commencerai avec ça pour l'avenir des CPE. C'est quoi qui s'en vient là-dessus? Puis, également, on a parlé beaucoup des coupeurs, puis on a mentionné tantôt pas juste dans les CPE, mais dans les services publics et tout ça, à quel point, là, comme Dominique dit, on a démontré qu'on a le nez dans le caca là, avec toutes ces choses-là. Ben, il faudrait, prime abord, réinvestir dans tous ces services-là. Mais moi, je vais parler pour les CPE. Il faut réellement réinvestir dans les CPE si on veut vraiment le sauver, puis si on veut vraiment qu'il y ait un développement. Puis on sait, c'est envié partout à travers le monde, le réseau des CPE qu'on a. Fait qu'il faudrait vraiment réinvestir. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un 6 milliards du fédéral qui a été donné au Québec là, pour justement les CPE. Fait que cet argent-là, j'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va être investi. Puis j'espère qu'il va y avoir des choses, des actions de mobilisation qui peuvent être en fait dans ce sens pour justement qu'ils investissent cet argent-là à la bonne place puis qu'ils ne commencent pas à mettre ça un peu n'importe où. C'est oui, un côté pour les parents et tout, mais vraiment voir aussi au niveau des conditions de travail et du service qui va être offert pour les enfants. Parce qu'en bout de ligne, là, si on ne s'attarde pas à la sauvegarde des CPE, ben c'est les enfants qui en écopent tout d'abord. Donc, voilà. Merci. Merci. Mais il faut se rappeler que les services de garde éducatif à la petite enfance, ça permet à 100 000 femmes d'être sur le marché du travail. Ma collègue a dit qu'on veut voir l'impact. Mais oui, il faut voir l'impact, voir si ça va enlever l'exode du personnel éducatif, si ça va faire de la rétention de personnel, si ça va faire de l'attraction de personnel. Mais nous, ce qui nous fait surtout peur, c'est de niveler vers le bas. La qualité éducative. On a un beau réseau. Il y a 25 ans, ce réseau-là, Mme Marois, elle est sortie parce que son bébé, il n'était pas à la hauteur de ce qu'elle avait imaginé comme rêve. Ça serait le fun de l'atteindre. J'ai beaucoup de respect pour cette femme-là, puis c'est ce qu'elle a mis en place. Ça serait le fun de l'atteindre. Mais 37 000 places annoncées, quand déjà il y a une rareté de main-d'œuvre, bien là, ce qu'ils nous font, c'est qu'au lieu d'avoir 3 éducatrices sur 3 qualifiées, bien, il y a quelques années, on est descendu à 2 éducatrices sur 3 qualifiées. Et là, présentement, à cause de la pandémie, on est à 1 sur 3 qui doit être qualifiée. On nivelle vers le bas. On a le gouvernement qui réagit pour offrir une formation écourtée à ces éducatrices. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans l'avenir d'offrir? Moi, on est de tout cœur, ça prend des places, ça prend une place pour chaque enfant. Chaque enfant, une place, c'est super important. Une place pour .ca, vous irez voir, c'est important pour nous, mais il ne faut pas perdre ce qu'on avait. On avait un beau réseau, et un réseau de qualité, un réseau envié. Il ne faut vraiment pas niveler par le bas. On le voit dans la santé, si on met en place, ça va épuiser le personnel, ça fait sûrement que le service aux patients est moins de qualité parce que vous n'avez pas le même temps pour y arriver. C'est un peu ça qu'ils sont en train de faire avec nous. Madame Lebel et ses 40 heures. Puis, c'est ça. Hein? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'ils connaissent la réalité du milieu? Je pense que chaque milieu qu'ils ont négocié, il était à des années-lumière de la réalité dans leurs propositions. Je pense que
Je ne sais pas, est-ce qu'on va avoir un jour un gouvernement qui va avoir envie de se mettre les pieds dans ce que c'est la réalité, de le vivre un peu pour pouvoir après ça discuter avec nous puis avoir des arguments qu'on va faire comme « Wow, hey, il me comprend quand même. Oui, il n'a pas la même opinion que moi, il a le droit, mais au moins, il n'est pas en train de dire que ça coûte 57 $ par semaine d'épicerie pour nourrir une famille de 6 enfants. » Tu sais, je dirais quelque part. J'ai pas dit les bons chiffres, c'était voulu. Mais tu sais, c'est ça, là, quelque part, il faut revenir dans la réalité, là. Pour l'avenir, 37 000 places, on est content. Mais est-ce qu'on aura le personnel qualifié pour remplir ces beaux murs de béton tout neufs? La question se pose. Merci. Fait que ça, c'est vraiment la grande question. Alors, quelle stratégie développer pour le mouvement syndical? Bien, je pense, comme je le disais tout à l'heure, la question des alliances les plus larges possibles, quant à moi, ça, c'est comme un incontournable. Comme on l'a fait d'ailleurs quand on a lutté contre les politiques d'austérité du gouvernement Couillard. Puis avant ça, contre la réingénierie de l'État du gouvernement Charest. Fait que ça, qui avait même conduit à l'adoption d'un vote de grève sociale à la CSN, mais c'était à exercer avec les autres organisations syndicales. Fait que, tu sais, il y a comme une construction de la mobilisation qu'on doit faire puis qu'on doit exercer le plus largement possible. Pour ça, il faut être capable de se parler, il faut être capable d'entretenir des liens entre mouvements pour pouvoir déterminer c'est quoi nos objectifs, puis aussi c'est quoi nos intérêts communs qui ne sont pas ceux de la classe dirigeante. Parce que aussi, l'exemple de la privatisation, là, qui, soit par la banque, la privatisation directe des CPE, ça a été catastrophique, là. Puis on se rappellera aussi que la CAQ est issue aussi de la DQ, hein, on sait, là, ils sont... Et un des objectifs de la DQ en matière de services de garde, c'était de donner l'argent aux parents. Là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, là, mais c'est une mesure, là, tu donnes l'argent aux parents, puis le parent va choisir lui-même le service de garde. C'est pas comme ça qu'on construit un réseau, là. C'est pas comme ça. Puis c'est des stratégies de division pour mieux régner. Et ça, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est bien facile à dire, c'est moins facile à faire, mais le piège de la division entre les travailleuses et les travailleurs, là, le goût, il est à fond la caisse là-dedans. À fond la caisse. Puis ce qui est vraiment porteur, c'est vraiment inspirant, c'est de voir qu'il y a bien du monde qui ne rentre pas dans ce piège-là, dont la manière dont vous avez mené la lutte, c'est-à-dire de maintenir, d'exiger la même chose pour tout le monde, de dire « oui, c'est vrai, on est majoritaire, les éducatrices, puis oui, c'est vrai qu'on mérite plus. » Il n'y a pas juste nous qui méritons plus, il y a aussi d'autres mondes. L'autre chose, c'est comment, puis ça, c'est une de mes marottes aussi, là, parce qu'au Conseil central, on regroupe l'ensemble des syndicats, syndiqués CSN, affiliés à la CSN, sur le territoire de Montréal, Laval, le Nunavik et la Baie-James. Puis, le fait d'être entre travailleurs et travailleuses de différentes provenances, ça aussi, c'est extrêmement porteur. Nos camarades, en ce moment, là, du secteur privé, là, mettent des luttes assez corsées, merci, là. Je me souviens plus qui parlait de l'hôtel Hilton Doubletree, là. Ils sont en grève générale illimitée depuis le 2 septembre. En ce moment, là, à la CSN, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de grèves que ça. C'est réparti, puis les travailleuses et les travailleurs réussissent à aller faire des gains. Il y a comme puis il y a une nécessité de se solidariser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire au Conseil central aussi, de faire aux assemblées générales mensuelles. Les gens viennent parler de leur conflit de travail. Puis on invite les gens des autres syndicats à aller les appuyer sur les lignes de piquetage. Les CPE sont allés rencontrer Emma Québec quand ils ont fait leur action devant le Canadien, etc., etc. Là, tout ça. Au Doubletree, à un moment donné, le syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUS de l'Est sont débarqués. Et là, il y a un syndicat de fer et titane qui vient de m'écrire aujourd'hui pour me dire on va aller les voir aussi. Puis tout ça, là, cette solidarité entre les travailleuses et les travailleurs, elle est extrêmement importante. Puis c'est important aussi, comme quand on le faisait dans le temps de la lutte à l'austérité, de démontrer qu'on a un intérêt commun, tout le monde, à ce qu'on réinvestisse massivement dans les services publics. Qu'on travaille dans le secteur public ou qu'on travaille dans le secteur privé,
On a tous et toutes besoin, un jour ou l'autre, d'aller à l'hôpital, d'avoir accès à une travailleuse sociale, un psychologue, etc., etc. On a tous et toutes besoin de ça un jour. Et c'est important, puis même si on n'avait pas besoin tous et toutes, c'est une question de solidarité sociale incontournable. Puis c'est là-dessus qu'il faut tabler. C'est ça qu'il faut inspirer aux gens, de dire on a intérêt à se solidariser les uns les autres contre comment dirais-je, les volontés de la classe dominante de nous diviser pour pouvoir se servir de ces brèches-là, puis instaurer des politiques qui sont délétères, qui sont néfastes pour l'ensemble de la société, puis contre le bien commun. Il y avait deux, trois petites choses. Premièrement, je trouvais ça très beau, la façon dont la lutte se menait, puis la façon dont l'unité se conservait tout le temps. Mon nom, c'est Sylvain Archambault. Quand les garderies ont commencé à se mettre sur pied dans les années 72 ici, c'était des projectiles. On occupait la garderie sur la rue des Forces, puis on occupait aussi sur la rue des Lormiers. Et à la fin, on s'en allait sur la rue des Lormiers. Je me rappelle plus trop, là, mais on occupait ça. Et on s'en allait, puis là, il y avait Madame Payette. Lise Payette? Oui. Ah. Elle disait, dites, je le veux, j'exige. Ah oui, je veux et j'exige, oui. Puis on disait, on veut les garderies gratuites, ouvertes 24 heures sur 24, payées par les usagers. Non, payées par le gouvernement, contrôlées par les usagers. Elle nous mettait à droite. Fait qu'on a occupé les garderies pendant 2 ans. On allait voir Johnson quand il était premier ministre. OK, on occupait ses bureaux, il nous mettait à droite. OK. Ça fait que pendant des années, on s'est battu pour avoir des garderies gratuites, contrôlées par les usagers, mais financées par l'État. Parce qu'on considérait que ça, c'était un service public. Au fur et à mesure que la lutte s'est développée et s'est popularisée, ça devenait comme un indispensable pour les partis politiques de dire on va donner des gains aux syndicats sur ces questions-là, pendant qu'ils coupaient dans les hôpitaux. Ça fait qu'en même temps qu'ils nous mettaient déficit zéro et qu'ils nous mettaient de virage ambulatoire, ils donnaient quelques gains. Donc, on a eu les garderies à 3 $. C'était un gain. C'était mieux d'avoir les garderies à 3 $, OK, que de n'en avoir. C'est un gain, mais c'est un gain que la classe ouvrière a arraché aux partis politiques qui étaient là. Puis c'est parce qu'on a développé une politique autonome au niveau des syndicats. Et au niveau des syndicats, on s'est rallié au fait qu'on voulait avoir des garderies. Okay? Puis les syndicats, on est la lutte. Je sais qu'on syndiquait le monde qui était dans les garderies. On les syndiquait à ce moment-là. Ça fait que c'était le premier petit point. C'est pas Marouette. C'est pas Marouette. Ça, c'est des histoires qu'elle raconte. C'est comme celle-là qui dit que c'est lui qui a mis les réseaux de santé sur pied. C'était pas lui qui avait mis. C'était les luttes qui se menaient dans la classe ouvrière qui avaient fait en sorte que le réseau de santé s'est mis sur pied puis s'est développé. Donc, ça, c'était juste le premier petit point. Deuxième petit point. Nous, c'est pas une table parce que vous avez fait une preuve de solidarité comme on a depuis longtemps qu'on n'a pas vu. Okay? Puis ça, moi j'admire ça, les luttes que vous avez menées, cette lutte-là que vous avez menée. Okay? Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les gens qui veulent, les gens qui ne veulent pas donner d'augmentation, tout ça. Le lendemain, non, pas question présentement. Ça, là, je regardais aller, puis je trouvais que c'est beau. J'ai jamais vu ça depuis des années, que vous voyez une solidarité comme ça. Je trouvais ça exemplaire. Mais c'est juste parce qu'on dit toutes sortes d'affaires. Des fois, on refait l'histoire, puis on oublie des éléments, puis on oublie le fait que c'est les travailleurs qui se battaient pour avoir ça. Excusez. Premier élément. Deuxième élément, c'est que dans le temps, ils payaient 50% d'impôts, les entreprises. À ce temps, ils payent 10% des impôts du gouvernement, ils en payaient 50%. Okay? Puis ils ont eu des allègements. Puis les conservateurs, puis le PQ, puis les autres partis politiques sont tous mis d'accord pour baisser leurs impôts à 15%, mais les deux amalgamés pour le Canada. Ça fait qu'ils ont mis un fonds. L'autre jour, j'écoutais Guillaume, disant, il y avait une réunion, il avait expliqué qu'il y avait un fonds de 25 milliards
je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le fonds, mais il y a 25 milliards de fonds qui ont été mis de côté. Okay? Fait qu'ils n'ont de l'argent, c'est pour ça que là, ils peuvent se permettre de dépenser, okay? En plus des subsides qui viennent. Mais ça, c'est des argents qui auraient déjà dû revenir donc, depuis longtemps, qui auraient dû servir au système de santé, parce qu'ils l'ont coupé pendant plus de 40 ans. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plus de... On n'avait plus de masques au début. Okay? Parce qu'en 2003, il y avait eu le SRAS, il nous disait, je travaillais, puis il y avait 2 masques à mettre. Okay? Disons, s'il arrivait une épidémie, j'avais mes masques. Okay? On avait des vêtements pour, en cas d'épidémie. Mais quand ils ont tous défait ça, en 2018, là, on se retrouvait, on n'avait plus aucune entreprise qui produisait. Ça fait que quand ils ont commencé l'épidémie, ils sont supposés avoir eu comme surprise, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Que c'était, qu'ils n'étaient pas au courant. C'est pas vrai. L'organisation, depuis 1994, qui avait mis en place des annonces comme quoi l'épidémie s'en venait. Okay? Puis c'était l'Intelligence nationale de sécurité. Et d'autres organismes expliquaient que ça s'en venait parce qu'il y avait une montée des épidémies. Mais la pandémie, elle, c'était une conséquence qui était pour arriver bientôt. Et il avait rien préparé, puis il coupait parce qu'il voulait privatiser le réseau. Okay? Ça fait que c'est vraiment une volonté politique que d'avoir voulu privatiser tous les réseaux, puis du fait qu'on n'ait pas, à l'heure actuelle, un paquet de services gratuits. Donc, c'est parce qu'ils veulent nous faire payer, donc, parce que les autres, ils veulent s'enrichir. Puis là, on est en pleine crise, puis ils continuent. Puis tant qu'à moi, qu'est-ce que je pense sur la pandémie, là, parce que vous venez de parler, parce que le variant, il continue à se développer. OK? Et le problème de ça, c'est que ce soit les garderies, les hôpitaux et tout ça, s'il n'y a pas une vaccination qui se fait au niveau mondial, il va continuer à se développer. Ça fait qu'on va avoir peut-être un 3e, un 4e, un 5e vaccin. Okay? Tant si longtemps qu'il n'y aura pas une mobilisation pour dire qu'il faut faire en sorte que l'ensemble des gens de la planète soient vaccinés, puis que les brevets soient ouverts, puis qu'il y ait un soutien des pays riches pour pouvoir faire en sorte que les pays pauvres se fassent vacciner. Bon. Il y avait deux, trois petites affaires comme ça, mais disons, qu'est-ce que j'aime, c'est que je voudrais parler de comment vous vous êtes coordonnés ensemble. Okay? Comment ça s'est passé, cette coordination-là? Parce que vous aviez toutes les mêmes revendications. Oh, ça, je vais vous laisser répondre. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non. Mais ça paraissait pas, en tout cas. En fait, c'est 2 tables très distinctes par syndicat. Les négociations se sont passées très distinctement aussi. Eux sont allés en grève générale illimitée. Nous, on a fait le vote, mais on n'a pas eu besoin de les utiliser parce qu'à la table, ça se passait différemment. T'sais, nous, on a le normatif, ça faisait longtemps qu'il était réglé. Là. Avant l'été, c'était réglé. C'est sûr qu'on avançait différemment. On a toujours dit qu'on utiliserait nos mandats de grève seulement si ça avantageait la table pour nous. Puis je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont fait comme geste. Là, on n'est pas contre, on est unis dans tout ça. Mais pour nous, on n'était pas rendus à sortir pour la grève illimitée. On a eu le temps de l'annoncer. Ils nous ont réglé le jeudi soir pour pas qu'on sorte en grève illimitée. Ça a eu l'impact que ça avait à avoir d'aller chercher le vote. On a eu à 91,2 % pour le vote de grève illimitée. Nous, on a utilisé seulement nos 6 jours de grève. Mais on est sortis en même temps qu'eux. Il y a une journée qu'on a fait front commun, tout le monde ensemble. Puis il y a eu aussi des conférences de presse, tout le monde ensemble, avec les partis de l'opposition. Les partis de l'opposition étaient partie prenante dans nos négociations. Là, cette année, là, Mme Yvon avec M. Tanguay, Mme Labrie aussi, ils sont souvent sortis en chambre pour parler de nous, pour parler positivement de nos demandes. Alors, je m'excuse tout à l'heure pour Mme Marois, c'est son 25 ans de sa politique familiale que je soulignais. Je sais que la lutte a commencé bien avant ça. Je n'étais pas née, mais elle a commencé avant ça. C'est ça. Vous soulignez tantôt là, qu'on s'est tous tenus
pour tous les corps d'emploi des intervenantes en petite enfance. On a eu une offre sur la table là, qui était vraiment alléchante et qui était à la hauteur de nos demandes pour le salaire des éducatrices. Quand on est allé voter pour le vote de grève illimitée, sûrement que ça s'est passé un peu de la même façon du côté de ma collègue de la CSN, mais on a 80% de notre membership qui est des éducatrices. Les éducatrices, eux, sur la table, avaient ce qu'elles voulaient pour poursuivre. Et elles ont dit non pour le 20% qui restait. Elle aurait pu dire, j'aime bien ma collègue Joanne dans la cuisine, mais Caroline, nous, on n'a pas de fonds de grève. Là. Donc, les filles qui sont allées en grève avaient 0 salaire. Rien du tout. Elles n'ont rien reçu. Tu sais, à quelque part, je l'aime bien, Joanne, mais je vais-tu avoir du beurre sur mon pain pour Noël? On est à quelques jours de Noël, puis on me demande un vote de grève illimité. Bien, ces 80% de membership-là ont quand même dit oui. Avez-vous songé à augmenter les alliances, si on veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il va y avoir d'autres négociations. Oui. Ils vont pouvoir reprendre les négos. Oui. Mais faire proprement. On verra aux autres négociations. Mais c'était la première fois, je crois, historiquement, qu'on sortait tous les syndicats ensemble comme ça. Ouais. C'est historique. Il y a plein de choses historiques cette année. Si je pense au milieu familial aussi, là, c'était historique. Hein? C'était une négo qui a donné une augmentation vraiment incroyable. Là. Ça a reconnu leur travail. Ils ont une prime sur la reconnaissance du travail qu'elles font dans leur subvention. C'est merveilleux. Là. Je pense que la petite enfance était sur les chapeaux de roue depuis quelques temps. Mais oui, il faut le saluer, là, que les éducatrices à 80% de membership ont été là pour celles qui désinfectent les jouets, pour celles qui font la cuisine, pour celles qui offrent le soutien parce qu'elles sont importantes. L'équipe de travail éducatif, c'est important. Et je pense que tous les autres secteurs d'emploi doivent prendre exemple sur nos éducatrices qui ont dit non. Je pense qu'il faut être là dans le milieu scolaire pour le personnel de soutien. Je crois qu'il faut être là dans le milieu de la santé pour le personnel de soutien. C'est des belles associations syndicales et peut-être qu'on a à apprendre de nos éducatrices qui ont dit non à des belles conditions de travail pour leurs collègues de travail puis dire on ne laissera personne derrière. C'est ce qu'on a martelé, nous. Puis c'est vrai, on a laissé personne derrière. Peut-être qu'il y a encore du travail à faire. On retourne à la table dans le temps d'une grossesse. Mais c'est ça. Je pense qu'on va être encore là, puis on va aller plus loin. Bien, en fait, nos demandes étaient différentes, mais il faut se rappeler que les travailleuses ont la même réalité. Fait que, même si nos demandes étaient différentes, ils étaient sensiblement pareils, surtout que là, on se retrouvait dans une situation assez critique dans les CPE. Donc, c'est sûr que cette fois-ci, c'est vrai qu'on a fait un peu plus front commun. Moi, au niveau national, on faisait juste me dire on a une action commune avec la CSU. Je suis OK, cool. On va pouvoir faire quelque chose tout le monde ensemble pour aller de l'avant avec nos demandes. Puis, tu sais, indirectement, le fait qu'on ait des tactiques différentes, ça peut nous aider aussi. Tu sais, nous autres, on a un règlement, je pense, à quelques heures près les deux centrales. Mais, tu sais, je pense que le fait que nous autres, on était déjà partis en GGI. Mais le fait que la CSQ annonçait, bien, nous autres, on va partir en grève, telle date, c'est pas réglé, mais ça a comme poussé, vous avez été dans le cul un peu au gouvernement de régler, parce qu'ils se disaient, bien là, si la CSQ part en GGI, bien là, j'en parle d'autres travailleuses, d'autres CPE qui vont être en grève, donc ils ont quand même poussé. Fait que, tu sais, indirectement, ça nous aide. Je ne sais pas si au niveau national, ils se sont parlé, là, mais en tout cas, nous autres, ça nous a quand même aidé à arriver à un règlement. Puis, au niveau de la solidarité, tu sais, des différentes appellations d'emploi, c'est quelque chose que nous autres, à Montréal et à Laval, on martèle souvent dans nos assemblées. Depuis des années qu'on dit qu'on est en assemblée, qu'on prépare des cahiers de demande ou quoi que ce soit, on demande des fois à nos responsables d'alimentation, levez-vous pour qu'on vous voit, vous êtes minoritaires, on veut que tout le monde vous voit. Même chose pour les préposés, les adjoints administratifs, on les fait lever dans ces assemblées-là parce qu'on veut que les autres voient l'impact, sont peut-être minoritaires, mais sont tout aussi importants dans le réseau. Et c'est sûr que avec une grève, c'est épuisant, c'est pas facile. À un moment donné, tu as juste le goût de rentrer. En plus, on a fait une grève quand il faisait froid.
Tu sais, des fois, on faisait des lignes de pitage et on entendait des travailleurs dire, ben là, moi, je suis fatiguée, là, moi, j'ai le goût de rentrer. Tu sais, rendu là, moi, ça me va, là. Mais il fallait leur rappeler, OK, mais toutes les autres luttes qui ont été menées avant, là, les éducatrices qui ont eu des gains, vous, les responsables d'alimentation, les préposés à l'entretien, les adjoints administratifs qui sont minoritaires, ils étaient dans la rue pour vous. Donc, c'est peut-être le temps de remettre, de rendre la monnaie à ces personnes-là qui ont tout le temps lutté pour vous, qui ont été dans la rue pour vous. C'est le temps maintenant d'être dans la rue pour elles. Puis ça, je pense que c'est important de le marteler parce que nous, on avait comme habitude à toutes les journées de grève faire des tournées de ligne de pitage. Donc, nous autres, l'exécutif se déplaçait, puis on allait voir les membres, savoir comment ça va. Puis c'était important dans des moments de faiblesse, parce qu'on a des moments de faiblesse, c'est épuisant une grève, de rappeler ces choses-là, puis de rappeler, c'est pas pour rien qu'on fait ça, il faut faire ça pour elles. Puis on a eu des moments tellement beaux. Moi, il y a une journée où je faisais une tournée de ligne de pitage et j'ai été émue, parce que tu arrives sur la ligne, premièrement, les membres sont contents de te voir, puis d'entendre les travailleurs dire « Hey, on est dans la rue pour elle », puis ils font juste pointer une personne, que c'est elle qui s'est toujours pas réglée au niveau du salaire, puis dire « On est là pour elle, c'est pour elle qu'on le fait, parce qu'on l'aime, parce que c'est beau à voir ». Fait que je pense aussi qu'également faire la grève, ça développe une solidarité dans une équipe. Mais je pense que cette fois-ci, c'est allé dans un degré là, supérieur, là, que je pense que ça va être gravé dans nos mémoires, puis je pense que c'est quelque chose qui va falloir que ça se multiplie dans tous les autres réseaux, puis il va falloir que ça se répète à chaque négociation, puis dans tous les aspects de la vie là, et sociale, il va falloir garder ça en tête, que c'est tout le monde ensemble qu'on réussit à faire changer les choses. Mon Dieu, c'est tellement raison. Je veux juste rebondir, moi, sur un autre élément que tu as mentionné, Sylvain, c'est l'argent. Parce que souvent, on entend que, oui, mais on n'a pas les moyens. Ça, c'est un discours qu'on doit renverser. Même d'un strict point de vue là, fiscal, là, tu sais, il y en a de l'argent. Il faut aller le chercher là où il est. Puis tu as raison. Auparavant, les entreprises payaient beaucoup plus d'impôts, beaucoup plus de taxes qu'aujourd'hui. Le rapport s'est complètement inversé. Là. Ça, c'est à dénoncer. Les paradis fiscaux, l'évitement fiscal, c'est des milliers de milliards de dollars d'argent qui dorment dans des coffres. Aujourd'hui aussi, on est bien plus sur l'économie, je dirais, on n'est pas dans l'économie réelle non plus, on est dans une économie de titrisation, etc. Fait que c'est la financiarisation de l'économie, là, c'est une catastrophe pour le 99% de la population. Fait que ça, c'est important de dire, c'est un mensonge quand on dit qu'il n'y en a pas d'argent. De ne pas aller le chercher là où il est, dans la poche des plus riches, ça, c'est pas un mensonge. Ça, c'est de la volonté qui anime nos gouvernements actuellement parce qu'ils sont évidemment plus à la solde des classes dominantes que à celle du bien commun. Fait que ça, on a puis on a beaucoup de travail à faire, puis de plus en plus, les gens le reconnaissent. T'sais. Rappelons-nous, pour les plus anciens et les plus anciennes, que quand il y a eu les premières coupures, les premières compressions dans les années 80, là, avec la montée du néolibéralisme, là, on disait, on est en crise, on n'a plus les moyens, on doit couper dans les services publics. C'est de la bullshit. De l'argent, il y en a. Alors, il faut aller le chercher là où il est, mais pour ça, ça prend une solidarité sans faire. Et ça prend aussi une solidarité qui se construit à tous les jours. Tout à l'heure, je disais, c'est pas magique, là. C'est pas magique. Des fois, on a des souhaits communs, des revendications, puis d'autres fois, des revendications qui sont pas les mêmes. Mais comment on peut travailler ensemble pour construire... puis quel moyen on peut se donner aussi? Tu sais, mettons, là, un coup qu'on a fait la lutte, quel bilan on fait de cette lutte-là? Qu'est-ce qui nous a aidés? Qu'est-ce qui aurait pu nous aider un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on aurait pu se donner comme outil? Mais ça aussi, c'est important de faire des bilans, de les partager pour qu'on puisse apprendre de notre grande sagesse collective, tout le monde, qui menons des luttes. Puis, en effet, c'est pas facile de mener des luttes. Fait que c'est
extrêmement important. Là, quand il y a des lignes d'hôpital, là, le pout-pout que tu fais quand tu passes en auto, là, vous n'avez pas idée comment les gens sont contents. Vous n'avez pas idée. Ça n'a pas pris beaucoup de choses. Un pout-pout. Les gens sont super contents. Allez faire un tour sur une ligne de piquet de grève, vous allez salut, c'est pas drôle. Je sais que c'est pas drôle ce que vous vivez, là. Parce que c'est vrai que c'est pas drôle être au fret dehors pendant 18 jours, bien comme mes camarades du Doubletree, là, depuis le 2 septembre, là. C'est vrai que c'est pas drôle, mais c'est admirable. C'est admirable. Puis ça mérite que quand on a un parti pris pour la classe ouvrière, qu'on le manifeste, ce parti pris-là, aux gens qui mènent leur lutte. Merci beaucoup. Il est 8 heures, donc en fait, on terminerait dans les prochaines minutes. Je veux vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de venir ici. On sait que vous êtes probablement épuisés de tout ce travail-là, de cette lutte-là. Un petit peu. Et nous, c'est sûr qu'on est avec vous de cœur. On a été absolument impressionnés, je pense, comme Sylvain en a témoigné, de votre lutte, de votre solidarité. Donc, je vais vous laisser le mot de la fin en vous posant une question qui, en fait, rebondit un peu sur ce que Dominique a dit, c'est-à-dire comment une organisation comme l'Association des travailleurs grecs peut vous soutenir dans l'avenir. On comprend que très bientôt, vous serez encore en négociation. Alors, comment on peut faire pour vous soutenir dans l'avenir, dans vos luttes? Bien, je voulais prendre, dans mon mot de la fin, le temps de vous dire merci. Merci parce que les parents qui étaient derrière nous ont fait qu'on avait une force qu'on n'aurait pas eue s'ils n'étaient pas là. Puis je pense que c'est la meilleure façon, quand il y a des gens qui militent pour leurs conditions de travail, c'est de leur démontrer, comme disait Dominique, klaxonner quand vous passez. On est là, puis on fait signe. C'est parce qu'on a envie, puis c'est notre paye, puis c'est notre gratitude de voir que les gens, wow, ils nous appuient, ils klaxonnent, ils crient, ils viennent nous porter du chocolat chaud, ils viennent nous porter du café, ils sont là, ils nous disent des beaux mots sur Facebook plutôt que nous cracher dessus. Ça, c'est le fun aussi. Mais je pense que c'est ça, démontrer sa solidarité envers ceux qui luttent, bien, ça passe par l'appui. Puis, bien, merci. Moi, je vais déposer le micro, puis je vais prendre le temps de vous applaudir. Je suis parents. Oh oui. Vous étiez comme au hockey le 7e joueur. Merci. Comment l'Association des travailleurs grecs peut soutenir? En organisant ce genre de rencontre-là aussi, pour qu'on puisse jaser ensemble de comment est-ce qu'on a vécu ça, cette lutte-là, puis on exclut en ce moment. Non, j'étais solidaire, mais j'étais pas sur le piquet à tous les jours, puis tout ça, comme les travailleuses, puis ça, c'est important de le reconnaître aussi, là, que cet effort-là, c'est un effort collectif. Il y a des gens qui prennent la parole, il y a des gens qui sont sur le piquet de grève à tous les jours, puis faut lever notre chapeau aux gens qui... des fois, on a peut-être une vision un peu idéaliste, là, mais c'est dur en tabarnouche, là, je vais rester polie. L'autre chose, moi, que j'ai trouvé extrêmement inspirante, c'est, je vais le répéter, là, c'est le slogan de la lutte, aussi loin qu'on voudra y croire. Je pense aussi qu'il faut que les travailleuses et les travailleurs, on apprenne à plus croire en nous, parce qu'on nous fait croire qu'on n'est pas grand-chose sans les patrons, qu'on n'est pas grand-chose sans la classe dirigeante, qu'on leur doit tout, qu'on devrait accepter notre triste sort, alors que c'est tellement pas vrai, là. Puis ça, là, s'il y a une des choses que la pandémie a permis, c'est de s'apercevoir, c'est que sans les travailleuses et les travailleurs, là, il n'y en a pas de prestation de service. Il n'y en a pas de production de biens. Et que ça, ça mérite le respect et la reconnaissance. Il faut qu'on croie, chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, qu'on mérite, j'ai tellement aimé l'expression, plutôt que de parler d'acquis sociaux, de parler de conquête sociale, qu'on mérite de conquérir nos droits, qu'on mérite de conquérir le droit au bonheur, le droit d'avoir des services publics qui s'adressent à tout le monde, puis qu'on ne vive pas dans une société où ton niveau de bien-être dépend nécessairement de ton revenu, puis du fait que
que les classes dominantes exploitent les travailleuses et les travailleurs de manière éhontée. Non, on n'en veut pas d'exploitation. Et oui, on doit croire en nous, puis on doit croire à la, comment dirais-je, on doit croire qu'on mérite ce respect-là, tout le monde, tous autant qu'on est, là, puis qu'on a le droit de manifester et de lutter pour la reconnaissance et le respect. En étant la dernière, il me reste beaucoup de choses à ajouter. Mais en effet, c'est de démontrer votre solidarité dans comment vous le pouvez, parce qu'on a tous des réalités différentes, on peut tous exprimer sa solidarité à sa façon. Donc, si jamais il y a des actions, vous voulez participer, si vous pouvez partager des publications en expliquant les revendications qu'on a, défendre un peu le métier qu'on a, parce qu'au niveau plus régional, à Montréal, on a une autre grosse lutte qui nous attend. Et je vous dis, elle va être corsée. Donc, à ce moment-là, tout appui peut être utile. À certains moments, des fois, ça va être d'écrire au ministre, à une députée, pour rectifier la situation. Puis si vous voulez de l'information, il y a toujours nos pages Facebook là, que l'on a pour le syndicat de Montréal-Laval et également au niveau national. Mais ne vous gênez pas non plus à nous écrire si jamais vous voulez savoir comment on peut nous aider pour un conflit X. On va trouver une façon de vous impliquer dans ce conflit-là pour nous aider et nous appuyer parce que on se sent souvent seul, les travailleurs en CPE, on se sent pas reconnu, pas valorisé. Puis comme on disait tantôt, des fois un poids de poids, ça fait du bien, mais des fois juste manifester verbalement ou publiquement sur une page Facebook, des choses comme ça nous fait du bien à savoir qu'on n'est pas seul en train de lutter. Donc, voilà. Bien, je vais inviter tout le monde à se lever et à vous remercier. Mais pas vous, en fait. Merci beaucoup, c'est votre courageuse. Merci d'avoir participé ce soir. Merci à tout le monde qui sont venus aussi poser des questions et participer à cet événement-là. Alors, à une prochaine fois, si je comprends bien. Oui. Organisera d'autres événements. Merci beaucoup. Juste une petite dernière chose. Oui. Une toute dernière chose. Étant président de l'association, je vais être vraiment bref. Je vais être vraiment bref. Je vous souhaite, on l'a bien aimé, c'est déjà fait, on l'a démontré. Notre association a été fondée il y a 50 ans, 51 ans, le mois de mars qui s'en vient, pour but de pouvoir unir notre communauté à la société québécoise. Bon, on a fait des preuves à plusieurs problèmes, mais ceci c'est pour une autre discussion. Pour tout ce qui concerne ce soir, on veut prendre du petit moment pour vous féliciter de la solidarité démontrée par votre lutte. Vous invitez aussi à cultiver cette solidarité dans la société et surtout, ne pas perdre la mémoire collective, la mémoire que le fisc, notre argent, le fisc, il est accessible, il est vraiment vite fait, vite donné aux multinationales, et puis quand ça arrive pour augmenter, améliorer la vie des travailleurs, augmenter leur salaire, ben, on n'a pas d'imagination, il y en a manque. Et puis ceci, c'est le cas de tout gouvernement que je puisse me rappeler. Alors, je tiens encore une autre fois à vous remercier de votre présence, de la présence de tout le monde, et puis à vous dire aussi que notre association
il va être là pour toute prochaine. Bon, attends, on va-tu dire attends, oui, attends, des communiqués, là, faire voilà. Merci bien. Merci bien.